Bonjour et bienvenue dans cette seconde chronique de Weasel Explique. Moi, c'est Weasel. Si vous aimez les mangas et que vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons, cette chronique devrait vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous parler de Psycho Pass. Oui, alors dans mon introduction, je vais vous parler de manga, mais cette chronique va être ouverte à tout. Que ce soit des mangas, des animés, et même des fois peut-être des films. D'ailleurs, je ferai aussi souvent le parallèle entre le manga et l'animé. Et l'animé dont nous allons parler aujourd'hui n'échappe pas à la règle. En effet, il y a bien eu un manga qui est sorti juste un petit peu après la sortie de l'animé, c'est-à-dire en novembre 2012. Ce manga du nom de Kenshikan Tsunemori Akane va reprendre exactement la même trame narrative que l'animé. Ce premier manga s'est terminé en 6 tomes. Il n'a pas été licencié en France. Par contre, petit point intéressant, c'est qu'il y a eu un second manga qui est sorti donc juste avant la saison 2 de l'animé Psycho Pass et qui s'appelle Kenshikan Kogami Shinya. Ce manga retrace son histoire avant, donc quand il était encore inspecteur. Psycho Pass est un animé diffusé pour la première fois sur Fuji TV en octobre 2012, puis en France un peu plus tard, d'abord sur ADN, puis sur France 4 et Game One. Petite information importante, l'animé est sorti donc au Japon sur la case horaire Notion Anime A, ce qui correspond à jeudi soir entre minuit 45 et 1h45, donc vendredi matin entre minuit 45 et 1h45. Donc on en revient à ce que je disais avant, donc pourquoi sortir un manga en même temps que l'animé? Justement c'est pour aider son audience, étant donné qu'il est diffusé assez tard et qu'il est plus ciblé sur des personnes assez mûres à cause de sa violence et de ses messages qu'il envoie, il crée un manga donc pour attirer les autres personnes, les personnes plus jeunes qui ne vont pas pouvoir regarder l'animé à ces heures-ci, et ainsi le regarder plus tard en rediff, en simulcast ou en DVD. Enfin, l'animé a été produit par une petite boîte de production que vous connaissez sûrement, IG Productions. Ils ont notamment produit donc Blue Seed, Blood Plus, Guilty Crown, Sengoku Basara, Ghost in the Shell, et un autre petit truc... Qu'est-ce que c'est déjà Ah oui, Shingeki no Kyojin. Oui, quand même. Hein. Un petit point qui pourrait vous intéresser, le scénariste derrière Psycho Pass n'est autre que Gen Urobuchi. Vous ne le connaissez peut-être pas de par son nom, mais vous connaissez sûrement ses œuvres, par exemple Fate Zero, Suisei no Gargantia et Alden Noah Zero. Oui, d'ailleurs, en parlant de Alden Noah Zero, si vous êtes intéressé par le sujet, par les mechas en général, je vous mets un petit lien vers une chaîne YouTube Steel Giants, très intéressant avec des mechas, et justement dans cette vidéo il va parler de Alden Noah Zero. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment. Bon allez, j'arrête de vous faire languir. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Psycho Pass, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Tsunemori Akane, une toute jeune inspectrice qui vient de prendre ses fonctions dans l'unité 1 de la division d'enquête criminelle du bureau de la sécurité publique. Ouah, le titre rallonge quoi. Elle y fera la connaissance de Ginoza, inspecteur comme elle, mais aussi d'exécuteurs comme Masaoka, Kugari, Kunizuka et surtout Kogami. Dans cet univers futuriste où la loi est représentée par Sibyl, un système électronique, l'unité de Tsunemori va être envoyée sur des lieux pour arrêter des criminels ou enquêter sur des meurtres. Ok, et donc qu'est-ce qu'on peut en retenir en 8 mots? Personnages... Les personnages Plus sérieusement. La société, l'univers, le futur, les messages, les citations, ainsi que le scénario et les personnages. Mais je vous parlerai de ça en dernier. On va commencer par l'univers. Alors là, avec mon petit résumé du début, vous vous dites, ça doit être une sorte de polar futuriste, un peu du genre de 2087. Mais non, pas du tout en fait. Bon alors déjà, si vous dites ça, c'est cool, parce que ça veut dire que vous connaissez le roman, et déjà ça c'est super. Mais ça ne va pas vraiment nous intéresser pour notre sujet aujourd'hui, parce que Psycho Pass n'est pas vraiment du cyberpunk, mais c'est plutôt une dystopie. Et là vous vous dites, mais Weasel, qu'est-ce que c'est qu'une dystopie? Et je vais vous répondre en lisant mes notes, oui parce que je ne connais pas par cœur la définition d'une dystopie, excusez-moi. Une dystopie, également appelée contre-utopie, est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. Une dystopie peut également être considérée comme une utopie qui vire au cauchemar et conduit donc à une contre-utopie. L'auteur entend ainsi mettre en garde le lecteur en montrant les conséquences néfastes d'une idéologie ou d'une pratique présente à notre époque.
Pour faire plus simple, je vais vous donner des exemples au cinéma. Par exemple, Bienvenue à Gattaca, E-Robot, Clones ou même Hunger Games sont des dystopies. Pour faire un exemple encore plus récent, un film de 2015, The Lobster, est une dystopie où la société évolue en couple. Les personnes doivent forcément être en couple et si ce n'est pas le cas, elles ont un certain temps donné pour trouver le partenaire idéal. Sinon... Bon alors par contre, je vous avoue que l'idée de dystopie, c'est assez compliqué de s'y restreindre, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui peuvent entrer là-dedans. Par exemple, Mad Max, on pourrait dire que c'est une dystopie, étant donné que la société a évolué, mais pas vraiment, parce qu'elle a évolué à cause d'une catastrophe. Mais si on part du point après la catastrophe, que ce soit un monde normal, effectivement, la société a changé de par ses idéologies qui ont changé à cause de la catastrophe, et donc c'est une dystopie. Vous voyez, c'est assez compliqué de s'y restreindre. Bon, alors, en tout cas, pour Psycho Pass, c'est clair, c'est une dystopie. Le scénariste a voulu prendre comme pratique l'augmentation et la surexploitation des informations personnelles, et aussi l'augmentation de la surveillance. Pour faire plus simple, l'augmentation du nombre de caméras de surveillance, l'utilisation de la géolocalisation grâce au portable, et la récupération des données qui sont en transit via les réseaux de télécommunications. Bon alors bien sûr, le Japon est encore loin derrière Londres au niveau caméra de surveillance, mais dans une société où il faut toujours bien se présenter et bien se montrer, l'augmentation du nombre de caméras de surveillance est très importante. Le scénariste a donc voulu prendre cette base de pratique pour son scénario, et ainsi créer une société qui doit toujours être calme, ne pas faire de vagues, et donc qui est quand même assez stressée. Ajoutez à ça une autosuffisance énergétique et alimentaire, le Japon retourne en arrière, se coupe des autres pays, se renferme sur lui-même, et donc se préoccupe uniquement de la stabilité de sa population. Bon alors là déjà, certains points commencent à poser problème au niveau du scénario. Mais on passe outre car il s'agit d'un huis clos uniquement centré sur le Japon, et donc les autres pays n'ont pas leur mot à dire. Bah oui, parce que en principe, quand on abolit les droits de l'homme et qu'on fait exploser des gens en pleine rue, avec une arme qui s'autogère et une IA qui contrôle la loi, les autres pays ont leur mot à dire, non? Tiens d'ailleurs, ça c'est un point qui me gêne dans Psycho Pass, les inspecteurs ou les exécuteurs, quand ils pointent leur dominateur sur une cible, en fonction de son Psycho Pass, donc son niveau de taux de criminalité, elle va être soit paralysée, explosée, voire désintégrée. Mais depuis quand on fait ça? Mais attendez, ça c'est n'importe quoi. Depuis quand on fait exploser des gens en pleine rue comme ça? D'habitude t'es censé leur dire tout ce que vous serez dit sera retenu contre vous. Voilà, plus de tête. Je comprends pas. Mais au lieu de les faire exploser, il pourrait essayer de les neutraliser. Bon, je comprends, des fois le dominateur ne fonctionne pas, le mode paralysie ça fonctionne pas, étant donné que les mecs prennent des médicaments pour empêcher de s'endormir, d'être paralysés. Mais ils ont quand même aussi des menottes, des matraques électriques, ils pourraient essayer un petit peu au corps à corps de bloquer la personne pour l'arrêter, l'immobiliser, et pas la faire exploser en pleine rue comme ça, quoi. Voilà, plus de tête. Non, parce que c'est pas très logique quand même. Le but de la brigade, c'est quand même de réduire le stress dans les zones de la ville. Or, le fait de voir quelqu'un exploser devant ses yeux, c'est peut-être un petit peu stressant, non? Il serait plus simple donc de mettre tout en œuvre pour immobiliser cette personne, la neutraliser, et l'emmener ailleurs, et vraiment, si c'est nécessaire que vous ne trouvez pas d'autre solution, voilà, plus de tête. Mais pas devant les citoyens. Tiens d'ailleurs, en parlant de Dominator, je vais pouvoir vous faire le comparatif entre Psycho Pass et Blame maintenant. Si vous ne connaissez pas Blame, j'ai fait une chronique déjà dessus, comme ça vous apprendra un petit peu de quoi je vais vous parler maintenant. Il y a beaucoup d'éléments dans Blame qu'on retrouve dans Psycho Pass. On peut notamment comparer l'organisation avec, pour Blame, le bureau gouvernemental, une IA qui va envoyer des sauvegardes, qui sont des personnes qui obéissent aux ordres du bureau gouvernemental en accomplissant des missions. Ces sauvegardes commandent des exterminateurs qui, eux, leur obéissent simplement pour éliminer des cibles. De l'autre côté, il y a Psycho Pass. Nous retrouvons Sibyl qui est aussi une IA qui représente la loi. Celle-ci envoie des inspecteurs sur des missions, tout comme les sauvegardes, qui ont eux-mêmes, sous leurs ordres, des exécuteurs, donc du même nom, ici pour neutraliser les cibles. On peut aussi comparer leurs armes respectives, le GBE pour Blame et le Dominator pour Psycho Pass.
un pistolet laser évolutif qui va augmenter sa puissance en fonction du moment et du besoin de son utilisateur. Maintenant on va parler de la société, un point qui différencie complètement Blame et Psycho Pass. Comme je vous l'ai dit juste avant, ici il s'agit d'une dystopie. La société n'a pas évolué à cause d'une catastrophe, mais bien à cause de ses idéaux et de ses technologies. Sibyl aide la population. Elle représente la loi et tout le monde s'y est habitué. Elle aide la population en leur donnant du travail qui correspond parfaitement à leurs capacités, et elle a aussi fortement réduit la criminalité. Mais il y a aussi des à côté, contrôle de la population, de la pensée, contrôle des teintes, blocage des ambitions et des rêves des personnes par Sibyl, et donc chaque personne a un but, un travail, et elle doit s'y restreindre. Mais heureusement, dans l'épisode 12 consacré à Kunizuka, une ancienne musicienne devenue exécutrice, on remarque qu'il y a encore une petite partie de la population qui essaye de se révolter contre le système mis en place, des sortes de révolutionnaires un petit peu anarchistes. Cet aspect de la surveillance ininterrompue et la destruction de la vie privée vont forcément en influencer une nouvelle, la création d'une nouvelle vie privée grâce à Internet et à un casque de virtualité. Il existe une sorte de Second Life dans Psycho Pass. Cette vie inventée peut parfois prendre le pas sur la vie réelle, et on le constate justement dans cet animé. Étant une dystopie, comme je vous le rabâche depuis le début de cette vidéo, le scénariste a voulu exagérer ces dérives pour montrer leurs risques. Ce qui semble être une insulte aux geeks, otaku mais surtout hikikomori de la société japonaise, n'est en fait qu'un fait et la dénonciation d'un problème générationnel. La création d'Avatar, la déconnexion de la réalité et la disparition de son soi au profit de son avatar sont des thèmes dont a voulu parler le scénariste, mais sans vraiment être lourd là-dessus. Il n'a fait que les évoquer. À côté de ça, la réalité ne l'est pas vraiment non plus. Elle se cache sous des semblants, des cache-misères, et par exemple l'utilisation excessive des hologrammes. Tout ce qui est décor, les habitations, les décors intérieurs, et même les habits sont des hologrammes. Les gens aussi sont faux, à cause de la permanente surveillance et le risque de devenir des criminels latents. Il s'agit là aussi d'une exagération de la société japonaise. Toujours bien sur elle, bien se présenter, ne pas faire de vagues et ne pas énerver les autres, quitte à s'en rendre malade. Ces modifications dans la société, et surtout le risque de devenir un criminel latent, vont entraîner des dérives comme la prise de médicaments, pour se détendre et ne pas trop stresser, mais qui vont à terme zombifier carrément la population. De plus en plus de personnes vont succomber à un syndrome du nom de psychosyndrome, qui donc, comme je l'ai dit juste avant, va zombifier la population. Bien sûr, il ne s'agit pas de zombies comme dans Resident Evil, plus de tête, mais plus des zombies, des légumes en fait. Cette prise de médicaments et ce manque de stress positif vont leur faire perdre tout espoir et les laisser dépérir. Avant de passer à la meilleure partie, nous allons faire un petit point sur le scénario, mais il n'y aura pas grand chose à dire car il est assez simple mais génialissime. Le tout début de l'anime va commencer par l'affrontement entre Makishima et Shugo. On ne va pas voir le combat, on va juste voir la partie où ils se rencontrent pour la première fois. Juste après cette rencontre, on va passer directement sur Akane Tsunemori, le personnage principal, et son début pour sa première mission. D'ailleurs, l'anime se terminera par l'arrivée d'une toute nouvelle recrue, qui débarquera comme Tsunemori à ses débuts. L'anime se découpe en deux parties bien distinctes. La première partie va nous présenter d'abord l'univers, la société et les personnages. Ensuite, on va nous présenter le travail du Bureau de la Sécurité Publique. On va suivre des enquêtes qui, au fur et à mesure, vont nous mener vers une seule et même personne, le final boss, Makishima. Cette première partie va se terminer après la fuite de Makishima une fois qu'il a rencontré Tsunemori. Avant de passer à la seconde partie, nous avons le droit à un épisode flashback où on nous raconte l'histoire de Kunizuka, une ancienne musicienne qui va devenir exécutrice. Mais aussi une petite partie de la société qui essaye de se révolter contre le système mis en place. La seconde partie de l'anime, qui correspond donc aux épisodes 13 à 22, vont être une simple enquête et un enchaînement d'événements qui vont nous amener jusqu'à un point précis, le point que nous avons vu au tout début, l'affrontement entre Makishima et Shugo. Mais en fait cet épisode arrive bien plus tôt que prévu. Il ne s'agit pas du combat final entre Makishima et Shugo, mais d'une simple bataille, la guerre continue. En essayant de pas trop vous spoiler, on va dire qu'il y a un des deux qui va gagner, mais que ça ne va pas clôturer l'anime et donc qu'il y aura un autre affrontement plus tard. À ce même moment, on découvre la vraie nature de Sibyl. Après ce premier affrontement, Shugo va devoir agir seul. Il quitte la brigade pour pouvoir poursuivre Makishima. Les derniers épisodes de l'anime vont se concentrer justement sur ces deux personnages,
sur leur façon de penser, leur façon d'agir, nous faire comprendre que ces deux personnages se comprennent parfaitement. Les derniers épisodes de l'anime vont nous amener à un point, à un affrontement final, tout comme cette chronique qui va du coup arriver à son point final avec la partie sur les personnages. Chaque personnage dans Psycho Pass est très intéressant. Ils ont un avis bien tranché sur la société et sur leur travail. Ils ont des caractères propres et il serait très intéressant de parler de chacun d'eux. Cependant, je vais me concentrer sur seulement deux personnages, Kogami et Makishima, les deux personnages qui font, pour moi en tout cas, l'intérêt de l'œuvre. Bien que l'histoire soit centrée sur Tsunemori et qu'elle a une grande importance dans l'anime, je ne vais pas m'attarder sur elle pour me concentrer sur les deux personnages dont je vous ai cités juste avant. Il faut comprendre que Kogami et Makishima sont deux personnes qui se ressemblent énormément, mais qu'en même temps tout opposent. On peut les comparer un petit peu à des entités comme le yin et le yang, une sorte d'effet de dualité et de complémentarité. D'ailleurs, on retrouve plein d'éléments qui nous le font comprendre. Déjà physiquement, même si les personnages font la même taille et ont plus ou moins la même carrure, Makishima a lui des cheveux longs et blancs, alors que Kogami a des cheveux courts et noirs. Leur style de combat aussi, Makishima utilise beaucoup ses pieds, alors que Kogami utilise ses poings. Ensuite, moins voyants, leur façon de penser. Kogami, qui est plus droit et suit la loi, d'où son travail, quitte à devenir même exécuteur pour continuer à faire suivre la loi. Tandis que Makishima, lui, a un courant de pensée plus anarchiste. Il pense que le système devrait être détruit et reconstruit afin de le rendre plus humain. On le comprend très bien grâce aux nombreuses références et citations que les personnages font. Makishima sort de la société, il est un observateur de celle-ci. Il regarde les personnes qui ne subissent plus assez de stress positif à cause de la société justement qu'ils ont créée. Mais il regarde avec encore plus d'intérêt les personnes qui essayent de se rebeller contre ce système, qui ne l'acceptent pas ou qui essayent de jouer avec elle. Et là on peut se poser une question assez légitime, est-ce que la loi a raison ? Que représente le bien, que représente le mal ? Bien sûr, c'est assez facile de se dire que les méchants sont les personnes qui sont contre la loi, qui vont utiliser des stratagèmes pour détruire cette loi, cette société. Mais en même temps, quand on voit que la loi, justement, va désintégrer les personnes en pleine rue, on ne sait plus vraiment. Avant ça, dans la partie sur la société de Psycho Pass, j'ai évoqué l'épisode 12. Dans cet épisode, on voit justement qu'une petite partie de la population est ce qu'on peut appeler des rebelles, des anarchistes. Et justement, dans l'épisode 19 cette fois, pendant une discussion entre Kogami et Joji Saiga, un professeur en criminologie, celui-ci parle et énonce l'anarchisme. Il le définit par l'opposition d'un contrôle de système inhumain pour la création d'un système plus humain. Cependant, Makishima, avec son penchant pour le chaos, agit plus justement dans l'idée qu'on se fait de l'anarchisme, c'est-à-dire la destruction des bases et le chaos, la destruction en général. D'après Max Weber, la bureaucratie idéale serait celle qui accomplit son devoir sans haine, sans colère, ni zèle, ni amour, ni même intérêt personnel. Donc d'après cette description, eh bien on peut se dire que ça correspond exactement à ce que représente le système Sibyl. Donc un système autoritaire inhumain, vu qu'il s'agit d'une IA, et donc ce à quoi s'oppose l'anarchisme, et donc les idéaux de Makishima. Un point justement intéressant qui nous permet de mieux comprendre l'œuvre et Makishima arrive dans l'épisode 15, pendant une discussion justement entre Makishima et son bras droit, Gu Tsung-cho. Makishima explique qu'il voit désormais la ville comme étant une sorte de parodie aux villes qu'il lit dans ses anciens romans. Et son acolyte du coup demande s'il ne s'agit pas des livres de Gibson. Quand il parle de Gibson, on pense directement au Neuromancien, étant donné que ce livre est une sorte d'œuvre majeure et fondatrice du cyberpunk. D'ailleurs, il a notamment inspiré Ghost in the Shell et Akira. Mais ce n'était pas vraiment le livre auquel pensait Makishima. Il s'agissait de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est écrit par Philip Kindred Dick, et qui justement a été inspiré par le Neuromancien. On comprend justement parfaitement ce que veut faire le scénariste ici, car Psycho Pass a justement été sûrement et forcément inspiré par cette œuvre. Le fait que le scénariste fait justement allusion à ses inspirations grâce à ses personnages en fait un fait très intéressant. Il y a d'ailleurs aussi la petite référence avec Blade Runner. On comprend donc que le point clé entre ces deux œuvres est l'univers. Sa société et sa population qui n'agissent plus que comme des robots, qui ont un vide existentiel en eux, qu'ils ne s'occupent plus que par leur travail et par internet. Toutes les autres citations ou des paroles vont nous faire mieux comprendre les personnages et ce qu'ils pensent. Par exemple, quand ils font des citations de Blaise Pascal avec les pensées et les provinciales,
Justement, on comprend que Makishima suit parfaitement ce courant de pensée en se rebellant contre le pouvoir. Il y a aussi Foucault, qui critique justement tout ce qui est les institutions sociales avec le carcéral, la médecine et la psychiatrie, et donc ce que représente parfaitement le ministère de la Santé dans Psycho-Pass. Et il y a aussi Bentham avec son idée sur l'utilitarisme, qui est la création d'un nouveau système juridique et politique qui représente le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Cette idée que l'État doit prendre des mesures législatives pour maximiser le bonheur du plus grand nombre nous rappelle justement du coup la cité idéale, et donc qui font référence à Laputa, donc au voyage de Gulliver, et donc à Makishima. On comprend que les deux personnages se comprennent parfaitement, quand dans l'épisode 19, Kogami répond au professeur en expliquant que Makishima, pour répondre au professeur qui cite du Weber, répondrait en citant le voyage de Gulliver. Et justement, il a parfaitement raison, car dans l'épisode 17, pendant une discussion entre l'ancien prof et ami de Makishima, celui-ci parle du système Sibyl. Il note donc et parle de l'idéal type, d'une bureaucratie parfaite. Et Makishima refusera son offre justement en citant le voyage de Gulliver. Et voilà, on arrive à la fin de cette chronique. Je vais terminer celle-ci en citant du William Gibson, justement, qui je pense s'inscrit parfaitement dans Psycho-Pass. Toute technologie émergente échappe spontanément à tout contrôle et à ses répercussions imprévisibles. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Psycho-Pass dans les commentaires, ce que vous pensez de la chronique aussi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à la liker, c'est très important. Et puis, je vous dis à la prochaine. Avant de passer à la seconde partie, on a le droit à un épisode flashback. Flashback. Plus de tête. Personnage. Les personnages. Bon, attends. Il faudrait vraiment que je gueule. Excusez-moi les voisins, si vous m'entendez, je vais gueuler.